Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va à nouveau échanger avec un sportif de sport collectif. Je suis très heureux d'échanger avec Joachim Parizeau de Bayard. Bonjour Joachim. Salut Armano. Alors je te disais en intro, on va avoir une discussion assez large, assez globale. Mais déjà dans un premier temps, moi ce que j'aime bien demander à mes invités, c'est qu'ils se présentent. Donc dis-nous tout, qui est Joachim Parizeau de Bayard? C'est long, hein, à prononcer. C'est long, c'est pas évident. On peut raccourcir à Parizeau. Alors, je suis un ancien sportif de haut niveau dans le rugby, sport collectif. J'ai évolué donc dans le club de Carcassonne, qui joue en Pro D2 quand j'y étais lors de la saison 2020-2021. Et donc maintenant, désormais, j'ai mis un terme à ma carrière et donc j'ai repris les études que je viens de finir donc en école de commerce l'an dernier. Et je continue à jouer au rugby vraiment en amateur pour le plaisir avec les amis. Bon, cette année, c'est juste la bonne année pour parler rugby. Enfin, même si on va passer sur les 10 derniers jours, mais bon, on est quand même dans une bonne ambiance là en France normalement. Oui. Non, c'était un chouette événement. J'allais pas en parler au passé, forcément avec l'élimination de la France. Mais c'est un chouette événement. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs matchs et il y avait vraiment un bon engouement dans tous les stades, même quand c'était pas forcément la France qui jouait. Et je pense que ça a permis, de donner un peu de joie à tous les Français, que ce soit derrière leur télévision ou même dans les stades, même si la France est éliminée. Après, c'est le jeu, hein, voilà. On peut pas toujours gagner. Bon, on espérait. En tout cas, moi, je suis un néo-amateur du rugby. Je dois l'avouer. J'avais jamais vraiment réussi à accrocher. Et puis, ça fait quelque temps que j'ai déménagé sur Castres. Alors là, forcément, hein, voilà, Castres, Carcassonne, Toulouse, Montpellier, tout ça, t'es un petit peu obligé de t'y mettre. Donc, je commence à apprécier. Et évidemment, c'est tombé l'année de la Coupe du Monde. On espérait tous que la France monte enfin sur la première marche de la boîte. Ça s'est pas fait. Écoute, ce sera peut-être pour la prochaine Coupe du Monde. Ouais, pour la prochaine Coupe du Monde, on y croit. Bon, c'est toujours essayer de travailler avec cette jeune génération qui est maintenant installée et de pouvoir gagner en maturité et potentiellement y aller pour la prochaine. Moi, j'y crois. On y croit tous. Allez, je sais pas si tu les entends tous qui sont derrière. Ouais, on y croit tous. J'échange souvent avec des sportives et des sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou pas, mais moi ce qui me choque souvent, c'est que chez les sportifs de haut niveau, et sportives aussi, soyons inclusifs, c'est qu'on a l'impression qu'à 25-30 ans, vous avez déjà vécu 2, 3, 4 vies. Là, tu nous dis que tu as 23 ans, tu étais sportif de haut niveau, tu as arrêté ta carrière, tu as fini tes études. Enfin, comment tu fais pour trouver du temps, pour mettre tout ça dans une seule journée, dans une seule vie ? J'ai toujours été un peu proactif, donc pour moi je le fais naturellement. Et puis c'est sûr que avec un rythme de sportif de haut niveau ou même quand j'étais dans les catégories jeunes, ça forme déjà un certain mental
et puis une certaine rigueur pour suivre une intensité d'entraînement et une intensité de vie aussi assez bien rythmée. Donc c'est de l'organisation, et puis après en gagnant en maturité, forcément on apprend à mieux gérer ça, que ce soit dans le sport ou pas d'ailleurs. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi, un peu plus jeune, même si pour moi, 23 ans, t'as presque la moitié de mon âge. Comment et quand est-ce que tu découvres le sport ? Alors, moi je suis originaire du nord de la France, je suis né à Amiens en Picardie dans la Somme, et je jouais, donc à cette époque-là j'avais 6 ans, comme beaucoup de petits garçons au foot, voilà, on suit les copains à l'école, ça se fait un peu comme ça. J'aimais bien, j'aimais beaucoup, j'étais gardien, et en fait à l'âge de 8 ans, mon père est muté dans le sud-ouest, à Cahors, donc pas très loin de Toulouse ou de Castres. Et en fait, quand j'arrive là-bas, mes parents m'annoncent qu'il y a le premier club de foot est à 30 km, alors qu'il y a un club de rugby qui est juste en face de la maison, qui est donc le club de Cahors. Et puis en allant à l'école, forcément, tous les copains font du rugby, et il y en a très peu qui font du foot dans le sud-ouest. Donc j'ai pas vraiment eu le choix. Mes parents m'ont dit bon allez, tu vas essayer, ça peut être bien. Et en fait, j'ai accroché dès le premier entraînement. J'ai vraiment bien accroché cet aspect d'avoir le ballon, de courir avec tout le monde qui te poursuit pour essayer de t'attraper, te faire tomber. Et je me suis dit, c'est un peu la guerre sur le terrain, et j'ai vraiment bien aimé. Donc en fait, ça a commencé comme ça à mes 8 ans. Après, j'ai déménagé encore une fois pour le travail de mon père à Montpellier pour mes 10 ans. Donc là, j'ai commencé à jouer à Montpellier, et puis après, je suis resté sur des clubs aux alentours de Montpellier, un peu sur Aix-en-Provence. Voilà, et jusqu'à intégrer donc vers mes 17-18 ans les sélections départementales et régionales, donc ce qui sont des sélections à haut niveau. J'ai eu l'occasion aussi de faire un peu d'arbitrage, aussi rugby, à haut niveau. Donc ça m'a permis d'être encore plus... de connaître mieux les règles et d'avoir un temps en plus sur le terrain par rapport aux joueurs adverses. Donc ça, c'est pas mal, en vrai. Je le conseille pour tous ceux qui se posent la question. C'est aussi une bonne manière de pouvoir avoir un mode de jeu particulier et différent qui fait gagner quelques mètres, quelques secondes ou quelques fautes, pénalités dans le jeu. Et donc après, suite à ces sélections, j'ai réussi à signer à Carcassonne, donc pour mes 20 ans. Tout ça, c'est super condensé. L'arbitrage, c'est vrai que c'est pas mal. Il faut faire des formations particulières. Il faut avoir un background particulier pour arbitrer dans le rugby. Alors, c'est assez particulier parce que normalement, pour être arbitre à la fédération, on est obligé de jouer en parallèle ou d'avoir joué en parallèle pour continuer à rester dans le jeu, à être actif. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire par le biais de l'UNSS. C'est pas mal, on n'en parle pas assez, mais c'est des passerelles qui existent. Moi, ça m'a été validé en plus avec une notation pour le bac, donc ce qui n'est pas négligé non plus pour les lycéens qui se posent la question. Et donc, en fait, voilà, c'est des petites formations avec des niveaux à monter, d'abord avec un niveau départemental, après régional, académique, et puis niveau national. Et donc, après, suite à ça, on peut obtenir aussi par ce biais-là des statuts de sportifs de haut niveau qui permettent de valider des notes pour le bac, d'intégrer des pôles France ou autres. Donc c'est aussi une bonne passerelle d'accès. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent et que j'ai découvert en faisant mes recherches sur le podcast il y a quelques temps. Les arbitres aussi ont un statut de sportif de haut niveau. Donc il faut savoir que sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, donc ce sont en tout cas en France les sportives et les sportifs qui sont inscrits sur une liste identifiée d'athlètes de haut niveau, eh bien il y a différentes catégories, il y a les élites, il y a les espoirs, il y a les relèves et il y a les arbitres qui ont donc aussi ce statut de sportif de haut niveau. Et donc encore plus en rugby, pour pouvoir être arbitre, il faut jouer à côté ou avoir joué il n'y a pas trop longtemps. Oui, c'est ça. C'est vraiment obligé parce que les règles du rugby changent régulièrement. En moyenne, il y a une nouvelle règle dans le rugby tous les 2 mois. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment tenu au courant de l'actualité dans le jeu. Et en effet, il y a des statuts de sportifs de haut niveau pour les arbitres aussi. Alors bon, je crois qu'il faut quand même atteindre le niveau national. Et après, donc c'est ça qui valide la note pour le bac. Moi, pour l'exemple, j'avais pas pu présenter
l'option rugby au bac parce que j'avais en fait validé ma note d'arbitrage. Donc c'est très bien quand même, mais du coup j'ai pas pu faire rugby pour mon année de terminale et pour le bac en option. Ouais. Bon, l'autre avantage de l'arbitre aussi sur le terrain de rugby, c'est que tu l'as dit, hein, dans le rugby, quand t'as le ballon, tout le monde te court après. Là, quand t'es l'arbitre, c'est toi qui regarde un petit peu, qui court après un peu les autres, mais en général, tu te fais pas trop cabosser. Non, voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a manqué un petit peu parce que j'étais dans ce dilemme, arbitrage ou joueur de rugby, parce que faut quand même privilégier l'un ou l'autre. Ça prend énormément de temps. On peut difficilement dégager autant de temps pour les deux. Et en fait, je me suis rendu compte en courant derrière les joueurs qui avaient le ballon que j'avais qu'une envie, c'était de les plaquer, quoi. Donc je me suis vite dit, faut que je revienne à du jeu en tant que joueur. Faut retourner sur le terrain. C'est ça. Ouais, c'est ça. Par contre, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça vraiment initie à une certaine discipline, et ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe l'âge, l'arbitre est vraiment respecté. On a des jeunes arbitres en général, les arbitres essayent d'être sur des catégories qui ont leur âge, mais il y a des jeunes arbitres qui arbitrent des personnes qui sont plus âgées qu'eux, et c'est bien de voir vraiment la rigueur qu'il y a dans le jeu et la bonne entente, le bon état d'esprit. Ça m'a vraiment marqué en tant qu'arbitre de pouvoir avoir ce discours et que les joueurs s'y tiennent et respectent mon avis. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est ce qui ressort souvent du rugby, à contrario avec d'autres sports, et on l'a vu, sans enfoncer le couteau dans la plaie, mais on l'a vu aussi pour le dernier match de la Coupe du Monde où la France a été éliminée, même si on peut se poser des questions sur la qualité de l'arbitrage, ça n'empêche que les joueurs n'ont absolument pas remis en cause l'arbitrage pendant le match. Après, ça a discuté un peu, mais en tout cas pendant le match, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. Exactement, ouais. Le tout, c'est pas d'aller autour de l'arbitre, de l'entourer pour lui faire changer de décision. De toute façon, ça, on a compris que dans le rugby, ça changerait rien, et au final, on risquerait plus que de se prendre des pénalités ou des cartons qu'autre chose. Ouais, les belles valeurs du sport. Revenons un peu à toi, donc jeune qui découvre le foot à 6 ans, le rugby à 8, qui évolue au gré des affectations de son papa un petit peu partout en France. Est-ce que ta famille était une famille de sportifs, justement, ou est-ce que c'est juste que papa, maman t'ont dit, écoute, là, tu bouges un peu trop, on va te mettre dans un club de sport, tu choisis celui que tu veux, mais tu restes pas dans nos pattes? Non, alors je suis le seul sportif de la famille. En général, on me définit comme celui qui fait du sport pour 6. On est 6 et il n'y en a aucun, par moi, qui fait du sport. Donc c'est pas évident de trouver quelqu'un, en tout cas avant, de trouver quelqu'un pour faire du sport, ou même pour se faire comprendre. Parce que mine de rien, quand il y a personne qui aime le sport ou qui comprend le sport, on comprend pas vraiment la passion ou le temps que je puisse passer autant de temps dessus. Moi, j'ai eu pas mal de conflits durant mon adolescence, notamment parce que je voulais faire sport-études, je voulais intégrer des gros clubs, et en fait, il y avait un gros dilemme avec mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire ça, et que pour eux, ça devait rester qu'un loisir, hein, et ça a été particulièrement difficile à vivre parce que je suis arrivé au final à mes 18 ans et je jouais pas dans un gros club, et je me disais voilà, c'est raté, je ferai pas de carrière ou autre. Et en fait, c'est là à 18 ans où tout s'est décanté. Donc c'est aussi un beau message, c'est que j'ai eu ce dilemme avec eux. Ils m'ont dit, tu vas jusqu'au bac, et après, à partir du bac, là, tu peux prendre plus tes responsabilités et partir là où tu souhaites. Et en fait, ça a commencé à partir de là, quoi. C'est pour ça que ça a commencé relativement tard, parce qu'ils n'étaient pas enclins à ce que j'aille dans un gros club ou dans un pôle France avant. Et ce qui est étonnant, parce que si j'ai bien fait mes recherches, ton papa était militaire de carrière, donc l'esprit de corps, de formation, tout ça, il connaît, et ça aurait peut-être dû, au contraire, lui permettre de comprendre ce que tu ressentais, ce que tu attendais, notamment d'intégrer un sport-études, notamment d'intégrer des gros clubs, notamment de faire partie d'une équipe. Oui, c'est ça. Donc mon papa il était pas militaire, il était préfet, donc quasiment pareil. Et donc eux, c'est vrai qu'ils avaient une vision plus de la réussite par le biais intellectuel, en fait. Et ils avaient aucune notion de la réussite par un métier physique, pour eux, qui était complètement abstrait par rapport à ce qu'ils connaissaient, et qui allait en conflit donc avec eux-mêmes, avec leur éducation, et l'éducation qu'ils avaient donnée à mes frères et sœurs, qui eux aussi étaient partis sur des métiers davantage intellectuels, hein. Donc c'était... Non, ça n'a pas forcément aidé plus que ça. Tu étais le dernier de la fratrie ? Oui, j'étais le dernier de la fratrie en plus, donc il y avait les frères et sœurs qui donnaient leur avis. C'était toujours... ça m'a aidé, ça.
Et comment on vit ça, justement, jusqu'à 18 ans? J'imagine que c'est... Tu le disais, notamment l'adolescence, il y a eu pas mal de conflits, mais comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on le digère? Comment est-ce qu'on le transforme quand, à 18 ans, les portes de la prison s'ouvrent et puis tu peux voler de tes propres ailes? Euh, alors, ça s'est fait, ça s'est fait d'une manière assez particulière parce que bon bah moi à 18 ans pour moi c'était cuit hein. C'est ce que je me disais et donc c'était vraiment prendre du plaisir dans les élections départementales et régionales dans lesquelles j'étais sélectionné où les 2 années on a fini donc champion de France donc et vice-champion de France donc ça c'était quand même un sacré souvenir et moi ça m'a permis vraiment de revenir avec une certaine légitimité auprès de mes parents en leur disant regardez, enfin il y a des résultats qui suivent, il y a des propositions de club, enfin c'est pas quelque chose que moi je vous annonce, voilà je veux partir à droite à gauche ou autre, c'est vraiment quelque chose de concret, et il y a un vrai projet derrière, il y a des possibilités pour moi d'évoluer à plus haut niveau encore par la suite, donc faites-moi confiance et donc suite à ça c'était un peu la libération hein. J'aime bien quand j'en parle de mon arrivée à Carcassonne où en fait moi j'étais fan de collectionner les stickers Panini depuis petit et en fait là ce que je raconte c'est que j'arrive pour le premier jour et tous les stickers Panini que je collectionnais étant petit s'entraînaient devant moi en fait et j'ai eu cette pour mon premier jour j'ai eu ces étoiles dans les yeux vraiment de me dire waouh c'est vraiment chouette ça y est on y arrive. T'es pas le premier sportif de sport collectif que je reçois, mais c'est intéressant justement peut-être de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de tout ça, parce que quand on est sportif individuel, quand on fait de l'athlétisme, quand on fait du vélo, quand on fait du triathlon, quand on fait un sport individuel, les sélections sont assez simples en fait. On a des minima ou des résultats à faire, et puis après la Fédé vient frapper à ta porte et puis te dit tiens viens intégrer telle ou telle sélection, enfin la Fédé ou un club. Quand on est sportif en sport collectif, comment est-ce que ça se passe tout ça, notamment tu nous dis que le premier jour où tu es arrivé à Carcassonne, donc en fait est-ce que tu avais déjà été à Carcassonne avant, est-ce que c'est un sélectionneur qui t'a repéré à un moment qui t'a dit tiens j'ai un contrat de propos, enfin fais-nous partager le mythe un petit peu, comment ça se passe tout ça? Alors je crois qu'au foot il y a beaucoup de recruteurs, ça se fait beaucoup comme ça, au rugby il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, on se dit toujours, dès qu'il y a quelqu'un de bien habillé, on peut se dire, ah, c'est un recruteur, mais en fait, vraiment, pour avoir fait donc les 2 années en sélection, où en plus on finit avec un titre, il y avait quelques potentielles offres, mais c'était jamais un recruteur qui était là, qui allait démarcher le joueur. En général, c'était directement les entraîneurs qui disaient, voilà, il y a tel club où tu peux avoir l'opportunité de signer, ils cherchent à ton poste, à ton profil, voilà. Et donc, moi, j'ai fait les sélections. Ça s'est bien passé. Et donc, c'est par le biais de ces sélections que j'ai eu l'opportunité de signer à Carcassonne. Alors, moi, j'étais jamais allé à Carcassonne, hein. Je suis arrivé, donc j'ai grandi sur Montpellier. Je suis arrivé sur Carcassonne plein été, la cité était pleine, il y avait plein de restaurants. C'était pour la prépa d'été, donc je suis arrivé mi-juin. Oui, c'est ça, c'était le 10 juin ou le 15 juin pour le début de la prépa d'été, relativement tôt, hein. Et donc, chouette quoi, pendant 2 mois, c'est toute la prépa la journée, et puis le fin d'après-midi et le soir, c'est resto, ou alors on se balade dans la cité, enfin il y a du monde hein, quand même qui vient en été. Et alors à partir du 15 septembre... C'est la troisième mi-temps de rugby quoi. Bon, tout doucement, c'était plus pour profiter de la ville ou autre, et là je me suis dit, c'est chouette. Et à partir du 15 septembre, il n'y avait plus personne. Le temps avait changé, la cité était... quasiment tout était fermé. Et là, c'était une autre ville. Un peu moins cool, un peu moins fun. Hein. Quand on est jeune, forcément, on s'attend à voir beaucoup d'étudiants ou autres. Donc, l'été était chouette. Après, il était un peu plus froid, on va dire, sur le reste de l'année. J'imagine que ça devait être un peu dur à accepter, à assimiler, surtout que tu viens de quitter Montpellier, donc c'est Montpellier-Carcassonne, ça va, c'est pas non plus un gros déracinement, c'est pas comme si tu remontais à Amiens, mais bon, tu quittes un petit peu tes habitudes, t'arrives dans une ville où ça bouge, c'est sympa, et puis 2 mois après, on ferme les rideaux, c'est terminé, il n'y a plus rien. Est-ce que ça a un impact, ça, sur ta carrière de sportif de haut niveau ? Non, moi personnellement non, parce que ça m'a pas changé plus que ça.
souvent été habitué donc à déménager dès mon plus jeune âge, donc ça m'a pas plus perturbé que ça. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Carcassonne en même temps qu'un de mes copains qui était lui aussi en sélection avec moi sur la dernière sélection. Et donc on a pu arriver ensemble. On n'a pas pris une coloc, mais on avait pris dans le même immeuble. Donc moi j'avais l'étage du dessus, lui il avait l'étage en dessous. Donc on se voyait très souvent et ça c'était vraiment chouette. Et heureusement qu'il était là parce que je pense que sur les premiers mois c'est particulièrement difficile à vivre. On se sent un peu seul. Enfin c'est un sacré rythme. Et je repense à des étrangers qui étaient avec moi. Il y avait notamment Levi Milford qui était australien. Il venait d'Australie. J'avais deux coéquipiers géorgiens qui étaient jamais sortis de la Géorgie, qui parlaient à peine anglais. Et pour eux, c'était particulièrement difficile. On leur avait dit, voilà, vous allez en France, jouer au rugby, où il y a les meilleurs championnats au monde. Et ils arrivent, ils débarquent à Carcassonne. Enfin, c'est la France rude quand même, c'est la France rurale. Donc, je pense qu'ils s'attendaient à mieux aussi. Et il a fallu qu'ils s'intègrent. Et aujourd'hui, eux continuent leur carrière et ils sont bien intégrés. Et moi, j'étais très proche de ces deux amis géorgiens avec qui on a beaucoup échangé parce que c'était pas évident pour eux à vivre, pour moi non plus. Et puis, ça nous a permis de se rapprocher, de se resserrer. Alors, on reviendra un petit peu justement sur le collectif après. Toi, à ce moment-là, du coup, comment est-ce que tu vis ta vie, ton rêve de sportif de haut niveau? Est-ce que tu mets en suspens tes études pour essayer ça? Est-ce que tu continues à étudier en même temps? Alors non. Dès que j'arrive, donc moi je continue pas les études. Faut savoir que c'est particulièrement difficile avec le rythme qui est imposé de pouvoir suivre des études. Il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a certains qui sont parvenus à suivre un BTS sur des formations style CAP, mais qui étaient pas très prenantes non plus parce que on avait des rythmes en journée et même en week-end, hein, pour ceux qui jouaient pas. Même ceux qui jouaient pas, il y avait des entraînements en groupe. Donc ça, c'était pas évident de pouvoir combiner études et rugby. Et puis, bon, forcément, donc comme j'en parlais au début, il y a ces étoiles plein les yeux dès le début de pouvoir arriver. Et puis, tout doucement, donc on découvre un peu l'atmosphère du niveau professionnel. Qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça nécessite comme rigueur en termes d'alimentation, de sommeil, de suivi médical, qui était particulièrement intéressant. Ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment le suivi médical et sportif avec tout ce qui va être mis en place comme technologie avec toutes les histoires de cellules, de capteurs pour vraiment être le plus précis possible dans les relevés. On avait la pesée toutes les semaines. Tout le début de semaine, on avait une pesée. On avait une application, nous, sur nos téléphones qui nous permettait de suivre notre poids, nos performances, comment on se situait. Donc ça, c'était chouette aussi de voir notre évolution, notre progression. Et puis, on avait des coachs aussi en salle de musculation où on arrivait, on avait nos salles avec nos fiches avec notre programme à faire. Et on suivait le programme de manière autonome dans la salle. En plus, il y avait une salle avec du bon matos, on n'était pas beaucoup, donc dans les meilleures conditions, quoi. Et ça, c'était vraiment chouette à vivre et pouvoir se challenger, de pouvoir aussi améliorer ses perfs en musculation. Moi, il faut savoir que j'avais commencé la musculation à 18 ans. Je supportais pas ça. Vraiment, m'enfermer dans une salle et pousser de la fonte, c'était vraiment pas mon truc. Et puis, forcément, pour pouvoir prendre un peu de poids, pour pouvoir améliorer mon physique, j'ai été obligé de m'y mettre. Et puis, au final, tout doucement, on y prend goût, on apprend à transformer son corps, à améliorer ses performances. On apprend à se connaître aussi énormément et à ressentir vraiment quand ça va ou quand ça va pas, quand on est en pleine forme ou non. Et tout ça, tous ces aspects sont super intéressants parce que ça apprend énormément sur soi-même d'un point de vue physique. De la même manière que sur le financement des carrières de sportifs de haut niveau, on a souvent des mythes. Il y a beaucoup de gens qui croient que être sportif de haut niveau, ça veut juste dire se mettre au bord de la piscine et attendre que les bifetons y tombent. Il y a aussi le travail, tu en as parlé. Donc sur la partie financière, on reviendra un petit peu plus après, mais sur la partie travail, tu nous dis que le rythme, c'est juste un rythme de dingue, que t'as par exemple pas le temps d'étudier. Tu nous as donné quelques insights là, mais en gros, une journée ou une semaine de joueurs de rugby à Carcassonne, ça ressemble à quoi ? Alors, ça va ressembler... Alors, ça dépend. Soit on commence... Parfois, ça m'est arrivé de commencer à 7h30 du matin sur les prés, jusqu'à... ou alors sinon, c'est 9h. Ça dépend les matins. On va jusqu'à 11h30. Donc là, ça va être tout ce qui va être technique individuelle, jeu pour poste.
Donc vraiment, on est peut-être 3, il y a un coach pour 3, et donc là on fait vraiment de la technique individuelle, précise, poste par poste. Donc après, on a la pause de midi jusqu'à 16h. Donc on mange, on rentre manger, la sieste, très très important la sieste, pour pouvoir tenir. Et après, là, on reprend soit à 16h, soit à 17h avec une heure de muscu. Après l'heure de muscu, on a 1h30 de séparé. Donc on sépare les avants, les trois quarts. Et on fait du collectif, donc entre trois quarts, avec plus de techniques de main, de jeu de passe, de combinaison. Les avants vont plus bosser les touches, les mêlées de leur côté. Et après, on se retrouve 1h30 à la fin, donc jusqu'à 20h, 20h30, pour du collectif tous ensemble. Voilà. Et donc là, dès qu'on termine le collectif tous ensemble à 20h30, on rentre chez soi, manger, se doucher. Et il y a ceux qui ont les soins. En général, on est quand même très nombreux. Il y a au moins la moitié de l'équipe tous les soirs qui a des soins. Donc c'est soins soit ostéo, soit chez le kiné pour de la récup ou autre. Et donc là, on avait un kiné qui était exceptionnel, qui était en plus pas sur Carcassonne, donc il fallait faire un peu de route. Et on avait kiné, on sortait du kiné vers minuit et demi, hein, parfois. C'était vraiment pour la récup. Et puis le matin, on repartait sur une nouvelle journée, quoi. Donc on va dire les horaires, voilà, c'est du 9h, 11h30. Et puis après, c'est du 17h, 20h30. En plus des soins après le soir à gérer. Donc voilà, c'est des très grosses journées qui rendent un emploi du temps pas très ouvert finalement pour autre chose. Ah, mais moi je croyais que vous glandiez toute la journée en fait, non? Vous travaillez tous les jours. Et ça, c'est 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, sauf quand il y a les jours de match, quand il y a match. Non, en général, le mercredi c'est un peu plus repos. Donc le mercredi, on va peut-être avoir 1h30 d'entraînement. Ça va être plus tranquille, ça va être plus ludique. Après on était quelques-uns à intervenir aussi sur les catégories un peu plus jeunes, donc on reste quand même dans la sphère rugby. Et après le week-end, donc le week-end il y a le samedi, alors ça dépend. Soit le vendredi on fait la mise en place le vendredi soir, et pour le match le samedi, ou alors ceux qui sont pas sur la feuille de match, et il y a un entraînement hors groupe le vendredi soir, et parfois le samedi aussi. Un enterrement en groupe pour continuer à performer toujours. Bon, et ça c'était presque 12 mois de vie enchantée pour toi, découvrir la vie de sportif de haut niveau. Comment tu qualifierais justement cette vie, ce statut de sportif de haut niveau? On déchante vite, forcément, même si c'est une passion. Il y a une tellement grosse dose qui arrive et on se retrouve à faire tellement rugby, penser rugby, dormir rugby tout le temps que ça en devient très prenant psychologiquement. Il y a des fois, voilà, on en a un peu marre, on a envie de parler d'autre chose, de voir autre chose, quoi. Donc moi, j'ai eu, pour des raisons financières, j'ai dû prendre un autre boulot à côté. Donc j'ai réussi à avoir un poste de surveillant en internat dans un lycée. Et pour moi, c'était ma bulle d'oxygène qui me faisait sortir vraiment de ce cadre rugby, quoi. Ça me faisait vraiment décompresser de tout ce quotidien, même si j'adore, hein, c'est une passion, mais comme tout, hein, quand il y en a à trop grosse dose, on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Et donc c'était pour moi, voilà, cette dose d'oxygène, de pouvoir retrouver donc les lycéens, être avec eux, parler et puis échanger sur plein d'autres sujets, quoi. Puis ça fait aussi grandir de pouvoir côtoyer des lycéens, échanger avec eux. Enfin, tous les échanges étaient bons à prendre. Ouais, puis finalement, t'avais presque le même âge qu'eux, mais t'étais déjà dans ta deuxième vie. Non, mais c'est ça complètement. Ce qui est drôle, c'est que pour ceux qui avaient redoublé, donc il y en avait quelques-uns, on avait à peine 2 ans de différence, quoi. Donc ils le savaient. Franchement, on s'en cachait pas. Mais au final, ça instaurait une bonne relation de confiance parce que moi, d'un côté, je leur laissais un peu de souplesse, mais de l'autre, ils étaient conscients que je leur laissais un peu de souplesse et du coup, ils mordaient pas non plus dessus, quoi. Ils étaient respectueux. Non, c'était chouette justement. C'était un peu comme si je retrouvais des amis à la fin de ma journée de rugby. Non, c'était chouette aussi quand même. Bon, et puis si ça commence à fighter, vous vous retrouviez sur le terrain de rugby, c'est ça? Non, ils faisaient pas de rugby. Enfin, il y en avait quelques-uns qui étaient au pôle, ils faisaient du rugby à 13, donc ça forcément, on aimait bien se titiller un peu dessus. Mais non, on se voyait pas en dehors.
Et puis, finalement, c'était une parenthèse qui a duré qu'un an. Pourquoi est-ce que tu as mis un terme à ta carrière à ce moment-là et que tu as opté pour autre chose? Alors, en parallèle du rugby, moi j'avais un projet d'être pompier. De Paris en fait, qui a mûri en fait au lycée. Donc quand mes parents voulaient pas que j'aille jouer dans un club professionnel, je me disais ça y est, 17, 18 ans, c'est fichu, donc pas de rugby, donc je pars sur un autre projet. Et donc j'avais préparé le concours des pompiers de Paris que j'ai présenté en fait dès l'obtention de mon bac. Donc, dès l'obtention de mon bac, je présente ce concours que j'avais bien préparé pendant 2 ans. J'étais vraiment prêt, hein, physiquement, les tests psychologiques, enfin, vraiment. Et puis, en fait, au niveau de la visite médicale, je suis mis inapte par le médecin parce que j'ai un problème de vue, en fait. J'avais une trop grosse correction. Et puis, à 18 ans, donc, on peut envisager de se faire opérer. Mais pour se faire opérer, il faut vraiment attendre 21 ans parce qu'avant, la vue peut encore changer. Donc c'est vraiment ce qui m'a été dit par le médecin. Il m'a dit attendez 21 ans et faites-vous opérer. Donc en fait, c'est là où je me suis retrouvé à 18 ans en me disant je vais devoir attendre jusqu'à mes 21 ans pour pouvoir faire pompier. Et en attendant, allez, je pars. J'ai eu l'opportunité à ce moment-là, donc pour jouer au rugby. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Donc je fais ma saison en 2020-2021, et donc à l'approche de fin 2021, j'ai l'âge requis pour l'opération. Donc c'est là où j'entame les démarches nécessaires pour me faire opérer. Et que je me fais opérer par la suite. Donc en fait, j'avais même quand je suis allé à Carcassonne, j'avais cette ambition-là de maintenir mon projet de devenir pompier de Paris. Mais j'avais quand même toute l'intention d'y aller à fond, de vivre cette année à fond. Et puis, si jamais potentiellement il y a une meilleure opportunité dans le rugby, pourquoi pas y réfléchir. Ça, je me fermais pas de porte non plus. Mais j'avais vraiment cette idée-là en tête. Et donc après, par la suite, j'ai repris les études et puis finalement, voilà, j'ai pu me faire opérer. Après 6 ophtalmologues qui voulaient pas m'opérer, j'ai pu me faire opérer et finalement j'ai repris les études et donc ça m'a tellement plu les études que je suis resté pompier volontaire et je suis plus monté faire les pompiers de Paris qui était un projet que j'avais quand j'avais 18 ans. Maintenant j'en ai 23, beaucoup de choses ont évolué, j'ai mûri et c'est plus ce que j'ai envie forcément. Donc là en tant que pompier volontaire, c'est très bien d'avoir ça en activité à côté, en métier passion, en parallèle de mon activité à côté, mais c'est voilà. Et donc, quand j'ai quitté Carcassonne, c'était vraiment avec, j'étais heureux d'être passé par là. Il y a eu des jours nuageux, pluvieux, comme des beaux jours, et c'était une bonne expérience. Et au final, ça me pousse très loin maintenant dans ma vie d'après, quoi. C'est pour ça, quand je dis j'ai mis un terme à ma carrière, c'est pas une grosse carrière non plus, hein. Mais voilà, c'était une chouette expérience et j'ai pas du tout à cracher dessus. Je vais quand même le dire, hein, mais dans le rugby, avant 20 ans, c'est particulièrement difficile de jouer dans les équipes professionnelles parce qu'il y a une histoire de gabarit, il y a une histoire de maturité et puis il y a une histoire que les clubs, il y a 5 ans en arrière, avaient beaucoup moins de facilité à faire jouer des jeunes joueurs en fait. Et donc c'était pas évident parce que les jeunes joueurs on s'entraînait tout autant, mais on était rarement sur les feuilles de match. Donc au final il y avait cette perspective là, moi qui m'intéressait pas spécialement. Bon, maintenant là on commence à voir, et surtout avec la Coupe du Monde, voilà, avec l'équipe de France c'est un bon exemple où il y a beaucoup de jeunesse qui est arrivée dans les rangs. Ça fait plaisir aussi de voir ça, mais c'est en train de se développer tout doucement, quoi. Il y a 5 ans, c'était pas ça du tout. Là, on commence à en voir de plus en plus avant 20 ans qui intègrent, mais avant, c'était quasiment impossible, quoi. Donc en fait, toutes les planètes se sont bien alignées à ce moment-là. T'arrivais à la fin de ton contrat avec Carcassonne, tu as pu te faire opérer, puis t'as repris des études, t'as accroché, et maintenant, 5 ans plus tard, te voilà diplômé et prêt à une nouvelle expérience. Tu nous disais que pendant cette année à Carcassonne, pour des raisons financières, je te cite, pour des raisons financières, t'avais dû prendre un boulot à côté.
Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que sportif de haut niveau, en fait, c'est un statut, c'est un rêve, c'est un plaisir, mais en fait, ça met pas de beurre dans les épinards? C'est un plaisir, c'est une passion, c'est vrai qu'énormément de personnes s'imaginent les sportifs de haut niveau comme gagner bien leur vie. Alors il y en a, oui, mais je pense que ça doit représenter peut-être 15 à 20%, même pas, des sportifs de haut niveau. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens ils croient que sportif de haut niveau c'est être au bord de la piscine à attendre que les bifetons tombent. Ouais, mais et ouais, non, c'est loin d'être ça, hein. Il y a certains sports, même en tant que très très grands athlètes qui participent aux Jeux, pour en avoir côtoyé plus d'un, en fait ils se retrouvent à avoir un autre boulot à côté, qui leur prend pas énormément de temps, qui leur permet de se libérer, mais qui leur apporte quand même une petite sécurité financière supplémentaire. Mais moi c'était pareil, donc j'ai dû prendre ce poste à mi-temps, m'organiser donc pour que ce soit uniquement pour les nuits en internat, que ça empiète pas non plus sur mes journées d'entraînement. Et puis voilà, j'étais obligé financièrement de pouvoir avoir ça en parallèle pour pouvoir payer toutes les factures qu'il y avait à payer, le loyer, les impôts et autres. Parce que tu étais salarié par le club, mais j'imagine que tu ne touchais pas un salaire énorme. Et après, la difficulté quand on est sportif dans un sport collectif, c'est aussi tout l'aspect partenariat, sponsoring et autres. En gros, tu as le droit d'avoir des sponsors personnels, mais j'imagine que c'est un peu compliqué de les afficher sur le maillot ou autre. Et puis c'est toi qui dois aller les chercher, c'est pas le club qui va t'apporter des sponsors particuliers. Oui, c'est ça. Donc au niveau du salaire, ouais, c'était vraiment pas mirobolant, hein, même pour ceux qui jouent en Pro D2 ou Top 14. Donc bon. Et puis après, il y a les sponsors, comme tu disais, individuels qu'on peut démarcher. Mais en général, moi, ça me fait rire. J'ai un ami qui a participé aux Jeux Olympiques. Et l'année d'après, il y participait plus. Enfin, la fois d'après, il y participait plus parce que sa discipline avait été enlevée, avait été remplacée par le skate ou le BMX. Et en fait, quand il a voulu aller chercher des nouveaux sponsors, tous les commerçants vers qui il allait lui disaient si tu participes pas au JO, moi ça m'intéresse pas. Alors que c'était un athlète, il avait eu une médaille aux Jeux Olympiques précédents, mais à partir du moment où il y avait cette image où il était plus au JO, ça les intéressait pas. Et c'est un petit peu pareil pour trouver dans le rugby des sponsors individuels. Ça va être je te fais une réduc sur tel produit, mais non, je te sponsorise pas, je te verse pas d'argent. Enfin, voilà, c'est pas forcément avantageux, quoi. Ouais, j'imagine que c'est extrêmement compliqué et c'est d'ailleurs la raison d'être de ce podcast, hein. On est là pour raconter les histoires des sportives et des sportifs de haut niveau et aussi ceux qui sont encore en activité et qui ont du mal à mener soit un projet sportif, soit même un double ou un triple projet et à aller de l'avant. Pendant cette phase où tu étais sportif de haut niveau, est-ce que tu as connu la blessure ? Oui, j'ai connu une blessure un peu idiote d'ailleurs. Je me suis cassé le doigt. Je me suis cassé le doigt, en fait, on faisait des exercices de récupération en ballon haut, donc les ballons allaient très très haut, il fallait tendre les mains, et en fait, avec le vent, le ballon a été décalé, il a atterri juste sur mon petit doigt, et mon petit doigt qui est venu en arrière et qui est resté. Donc il a fallu remettre ça en place, et puis faire pas mal de rééducation, de kiné. Un petit doigt, on se dit, c'est un peu comme les orteils, on se dit, c'est un peu ça sert à rien. Mais finalement, en fait, il faut tout revoir, tout reprendre, parce que toutes les habitudes sont différentes. Une fois que la rééducation est faite, parce qu'au début, mon petit doigt restait complètement plié, j'arrivais vraiment pas à le tendre. Et après, maintenant, au fur et à mesure, j'ai réussi à le garder main ouverte, main tendue. Et il faut tout réapprendre, tous les mouvements, les prises de main, les prises de ballon. Donc on travaille pour la rééducation, donc tous les soirs avec le kiné. Après il y a une attelle qui renvoie le doigt en arrière, donc il fallait la mettre 30 minutes toutes les 2 heures pour renvoyer le doigt en arrière, pour arriver à gagner du jeu sur les ligaments. Et puis après, on fait des exercices pour récupérer, pour se réhabituer avec des balles en ping-pong, des balles en tennis, des plus petites balles en mousse pour essayer d'avoir une accroche différente. Enfin, c'est vraiment un paquet de détails où on se dit, en fait, au final, le petit doigt, ça sert à rien, mais en fait, ça change toutes les habitudes. Et moi, j'ai eu, lors de ma reprise, quelques difficultés parce que, et d'ailleurs, mon entraîneur me le faisait remarquer, je faisais tomber énormément de ballons, en fait.
alors que mon doigt était complètement remis ou quoi, mais je faisais tomber énormément de ballons parce que j'avais pas suffisamment travaillé justement toute cette habitude de prise en main nouvelle pour moi avec ce simple petit doigt cassé. Ouais, c'est vrai que en rugby, pour ceux qui connaîtraient pas, hein, ça arrive, le ballon il est pas tout rond, donc pour l'attraper, ça demande une certaine dextérité et c'est tout bête, hein, quand tu le dis, ça peut être que un petit doigt, mais justement, ça joue pas mal dans la préhension du ballon. Et du coup, comment est-ce qu'on vit cette phase, aussi bien en tant que sportif, mais aussi en tant qu'employé d'un club qui compte sur toi, qui t'embauche pour te battre sur le terrain? Comment est-ce qu'on vit cette phase de blessure et puis de récupération et après de retour sur le terrain de guerre? C'est jamais facile. Alors, moi, quand ça s'est passé, on en voit souvent dans les matchs de rugby, quand ils se cassent des doigts ou quoi, ils se les remettent, ils se mettent du strap et ils continuent. Moi, quand ça s'est passé, je pensais pas que ce serait aussi long. Je crois que j'ai mis 2 mois sans contact au doigt. Et puis après, donc avec toute la rééducation, le temps de revenir, ça met un peu de temps. En plus, c'était axé sur le début de saison, c'était aux alentours de septembre ou octobre. Donc en fait, j'avais toute cette crainte de me dire, mince, c'est tout le début de saison, je suis en train de tout rater, je suis en train de laisser toute la concurrence passer. Moi, j'ai fait une bonne prépa d'été, et puis là, je me retrouve à laisser le wagon passer sans pouvoir monter dedans. C'était un peu mon ressenti. Donc j'ai travaillé vraiment sur vraiment reprendre cette habitude pour essayer d'être le plus propre possible, et même que ça me gêne le moins possible dans le jeu courant. Et puis tout doucement, je suis revenu à des standards. Alors c'est jamais mes standards d'avant. Ça, j'en ai été conscient et j'ai vu. Je faisais tomber un peu plus de ballons qu'avant. J'étais moins confiant. C'est tout bête, hein, mais quand on a une blessure, surtout en tant que sportif de haut niveau, on se retrouve dans cette une sorte de travail psychologique à devoir faire pour pas devenir psycho. En fait, on est tellement habitué à soigner le moindre bobo, à regarder la moindre chose qui va pas, que le moindre détail, on se dit merde, ça nous change. Ça nous change notre vision de jeu, ça nous change notre jeu tout court. Mais tu as réussi à te relever de tout ça et puis à repartir sur un autre objectif. Maintenant, tu es dans la vie active, entre guillemets, et plus dans la vie sportive. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou une jeune qui viendrait te voir et qui te dirait moi j'aimerais devenir rugbywoman professionnel, j'ai 15 ans, qu'est-ce que je dois faire? Je dirais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. J'ai une anecdote de quand j'étais en parallèle au club de Carcassonne, j'entraînais le week-end, j'aimais bien retourner dans mon ancien club, tout petit club à côté de Montpellier. Et j'aimais bien retrouver les catégories jeunes et parler avec eux, les entraîner, leur donner des petites astuces, voilà, tout ce que je pouvais apprendre et leur enseigner. Et j'avais beaucoup de retours comme ça, des jeunes qui avaient 15-16 ans ou 17 ans qui me disaient « ça y est, moi c'est trop tard, je voulais faire du rugby mais c'est trop tard ». Voilà, le premier message que je passerai, c'est qu'il y a pas d'âge. Moi, ça s'est fait vraiment très tard. Et ça s'est bien combiné au final. J'étais dans un tout petit club et j'ai réussi avec les sélections à passer dans un gros club. Donc sur ça, il n'y a pas d'âge. Deuxièmement, je dirais de travailler vraiment sur tous les points, à la fois la technique, à la fois de travailler davantage quand on termine l'entraînement, de se faire une session de physique supplémentaire si on sent qu'on n'a pas assez travaillé. Voilà, c'est vraiment s'imposer une certaine rigueur. S'il n'y a pas d'entraînement, et si on se sent bien, ne pas hésiter à aller courir, à faire une séance de muscu en plus. C'est tous ces petits éléments mis bout à bout qui vont permettre de faire évoluer plus rapidement. Et même si la personne n'a pas le physique, parce qu'on se dit toujours le rugby c'est le physique, et encore aujourd'hui, dès que j'explique que je suis ancien joueur de rugby, à chaque fois j'ai toujours ce regard de bas en haut, et à chaque fois je réponds aux gens avant qu'ils me le disent, oui je sais, on dirait pas. Parce que j'ai forcément ce retour où les gens s'habituent à voir un petit trapu tout costaud ou quoi, alors que non, dans le rugby il y a vraiment de tous les postes, de tous les gabarits. Il y a du 70 kg jusqu'à du 160 kg. Il y a du 1m70 jusqu'à du 2m06, peut-être plus. Enfin voilà, il y a vraiment tous les gabarits et j'ai envie de dire ça peut être pénalisant, surtout quand on est jeune, parce que les équipes jeunes essayent de recruter avant tout un gabarit et pas un mode de jeu.
Moi, j'en ai été victime d'ailleurs à 15 ans, quand je voulais un peu titiller des gros clubs, et en fait, à chaque fois, c'était le gabarit qui passait pas, quoi. Sans même qu'ils regardent mon jeu, hein. Juste, ils me voyaient, ils me disaient, mais non, c'est pas possible. Donc voilà. Deuxième conseil, ce serait vraiment tout donner. Il n'y a pas d'histoire de gabarit ou autre. Si on montre qu'on est motivé, qu'on est à fond et qu'on a des qualités, faut surtout pas hésiter, il faut foncer vraiment. Voilà. Puis pour finir sur la partie justement financière, financement de sa carrière, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à des petits jeunes qui voudraient se lancer et pour qu'ils soient dans les meilleures conditions? Est-ce que je sais pas, tu leur dirais tout de suite prends un job à mi-temps, même si tu intègres un gros club, même si tu es sportif de haut niveau, prends quand même un job à mi-temps, ça te sécurisera. Enfin, quels seraient tes conseils? Après, ça encore une fois, ça dépend du caractère de la personne et ça dépend voilà de ce sur quoi elle souhaite se baser, si elle souhaite plus avoir davantage de temps pour travailler ou si elle souhaite avoir une sécurité financière. Moi, je dirais que de pouvoir combiner ça à une activité professionnelle, comme j'en parlais, ça fait une véritable bulle d'air. Et peu importe le sport, peu importe qu'on soit passionné ou non, il faut avoir cette coupure. Parce que les sportifs de haut niveau, on s'impose difficilement cette coupure. On est tellement dedans que, au final, on n'arrive même plus à voir l'extérieur, quoi. Vie de famille, vie perso, on est tellement dedans qu'on répond pas aux messages, on voit pas passer une actu de la famille où il y a un événement, on peut pas y aller parce qu'on est pris dans une compète ou dans sa préparation ou autre. Donc ce serait de pouvoir avoir vraiment une activité à côté qui, en fait, cette activité nous permet d'être plus ouvert sur le monde extérieur, sur la vie perso et d'être plus dispo à certains moments aussi, de pouvoir s'imposer une pause parce qu'en tant que sportif, c'est aussi être ça, c'est savoir s'imposer des pauses, savoir dire non parce que on n'est pas toujours à fond, on n'est pas toujours des machines, on reste complètement humain et ça sert à rien de s'enfermer dans un tunnel parce que à la sortie, on va en exploser. Donc si le sportif fait pas ce travail aussi de savoir faire des pauses, de savoir dans sa diète avoir une alimentation un peu plus grasse, faire un cheat meal sur un repas, voilà, ou prendre un week-end entier sans sport, sans rien pour se reconnecter avec sa famille, ses amis. Ça, c'est nécessaire. Tout sportif va exploser. Donc vraiment, ce que je conseillerais déjà pour un point de vue bien-être, c'est d'avoir donc une activité à côté. Et puis après, une activité financière, enfin, avoir ce revenu financier en plus, forcément, ça permet de sécuriser, mais ça permet aussi de pouvoir avoir se donner les moyens d'avoir des meilleures infrastructures. Je sais pas, de pouvoir se prendre un abonnement dans une salle de sport, de pouvoir avoir un programme avec une nutritionniste si c'est pas compris dans son club ou dans son sport. Enfin, toutes ces revenus financiers permettent aussi d'améliorer les performances. Donc, en fait, c'est que du bénéfice, que ce soit financier ou bien-être. Un cercle vertueux qui permet de s'en sortir. Écoute, Joachim, merci beaucoup pour l'échange qu'on a pu avoir. Pour terminer, où est-ce qu'on peut rester en contact avec toi, rentrer en contact avec toi si on veut embaucher un ancien sportif de haut niveau pour faire des conférences, pour venir intégrer une société spécialisée dans le sport? Ça se passe par où? Alors, ce sera sur LinkedIn, Joachim Parizeau de Bayard. Voilà, n'hésitez pas, je reste disponible, même s'il y a la moindre question sur l'univers du sport, comment ça se passe dans les clubs, si on doit revenir sur un point de vue financier ou autre. Et moi, j'aimerais terminer aussi avec un dernier conseil que j'ai pas cité pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager davantage dans le sport, c'est d'essayer d'engager un maximum ses proches, ses parents, sa famille, parce que pour moi, ça contribue véritablement à la réussite. C'est vraiment un aspect, moi, qui, je pense, m'aurait permis peut-être d'aller plus loin, peut-être de voir plus grand. Parce que tous les jeunes joueurs avec qui je jouais, qui avaient du talent et qui étaient soutenus par leurs parents, au final aujourd'hui se retrouvent professionnels. Et donc voilà, je dirais vraiment les parents, la famille sont un réel moteur de motivation et de performance pour les jeunes, que ce soit pour les accompagner dans leur démarche ou alors pour les soutenir et pour faire aussi les déplacements dans des gros clubs ou sur des grosses compétitions. Donc voilà, j'aurais ce dernier message à rajouter, axé sur la famille. Eh ben écoute, c'est une superbe conclusion. Je te remercie pour ça. Je te remercie pour l'heure qu'on vient de passer ensemble, enfin les 3 quarts d'heure qu'on vient de passer ensemble. Je te souhaite une bonne continuation. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs. Salut.
Derrière chaque médaille, chaque record, chaque compétition, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org pour en savoir encore plus et nous aider à soutenir tous les invités du podcast dans leur magnifique double voire triple projet sportif, représenter la France dans les plus grandes instances internationales sportives et développer leurs compétences, voire leur entreprise. C'est grâce à vous que tous ces sportifs trouveront toutes les ressources pour travailler dur et atteindre leurs objectifs. La philanthropie sportive, est-ce que ça vous parle ? C'est notre mission dans le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. On est 100% transparent, comme je le dis systématiquement. 1 euro donné égale 1 euro pour l'athlète. N'est plus dans le circuit, mais ce n'est pas le cas de tous les invités du podcast. Alors visitez notre site pour les soutenir et partager tous les épisodes au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous dans cette aventure sportive unique. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut les sportifs!